Shalom à toutes et à tous, bienvenue Gabriel. Merci d'être venu nous parler de ton sujet de prédilection, la halakha séfarade. Gabriel Abensour n'apprécie pas qu'on l'appelle Rav, mais il l'est tout de même puisqu'il a reçu la smicha de l'Institut Shalom Hartman. Gabriel est né et a grandi à Strasbourg et vit en Israël depuis 13 ans. Il est par ailleurs doctorant au département d'histoire du judaïsme contemporain de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il enseigne le Talmud, la halakha et plus particulièrement la littérature rabbinique séfarade depuis des années, notamment au séminaire rabbinique de l'Institut Shalom Hartman et au cercle d'études Tashma, qu'il a fondé à Jérusalem avec le rabbin Bitya Rosengoldberg. Tashma étant le premier cercle d'études francophone à Jérusalem qui permettent de faire de l'étude à haut niveau. Gabriel est un ami de longue date. Mon mari, Emilia Kerman, et moi-même l'avons connu à l'origine par le blog Moderne Orthodoxe, qui nous a fait aimer tout simplement l'orthodoxie moderne et qui nous a donné envie de représenter ce courant en France. Par la suite, nous avons eu l'honneur de faire partie de la première session d'études intensives d'été de Tashma, et ce fut une expérience inoubliable. Nous te remercions. Alors, puisque j'ai parlé de littérature rabbinique séfarade ou de halakha séfarade, ça suppose de poser le singulier comme s'il était évident. Pourtant, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Peux-tu nous dire s'il y a véritablement une halakha séfarade ou faudrait-il pluraliser cette notion? Alors, je pense que tout dépend de ce qu'on entend par halakha. C'est-à-dire que si on parle de la halakha comme des différentes traditions des communautés, alors il y a évidemment de très nombreuses traditions différentes, pas uniquement chez les séfarades. On a des traditions évidemment plurielles dans le monde ashkénaze et dans le monde séfarade, que ce soit la tradition des juifs yékeux, la tradition des juifs de Pologne, la tradition des juifs du Maroc, les traditions des juifs tunisiens, etc., y compris beaucoup de traditions locales. Souvent, lorsqu'on parle d'halakha, on pense à ça, c'est-à-dire que les gens pensent à leur propre tradition, et à ce niveau-là, c'est évidemment, il faut employer toujours un pluriel. Il y a des halakhot, plutôt des minagim, qui font partie des halakhot, puisque les minagim sont une part de ce qu'on appelle la halakha. Alors, si on veut parler maintenant de quelque chose, on va dire, d'une littérature un peu plus élevée, c'est-à-dire pas uniquement les pratiques parfois locales que peuvent avoir les différentes communautés, mais si on veut parler au niveau des décisionnaires, alors là, je pense il y a encore des différences, on voit encore une pluralité, il n'y a pas une halakha séfarade, mais on peut voir différents courants, notamment au 19e et 20e siècle, différents courants de pensée halachique, on va dire de tentatives de trancher la halakha. Et là, on touche déjà un autre domaine dans la halakha qui est moins connu, que les gens étudient beaucoup moins et qui est moins accessible parce que c'est un domaine un peu plus érudit. C'est celui de la littérature des responsables, ce qu'on appelle en hébreu les shelot ou tshuvot. C'est une forme de jurisprudence halakhique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait lorsque des nouvelles questions halakhiques se posent, par exemple des questions qui sont liées au changement de mœurs, qui sont liées aux nouvelles technologies, qui sont liées à la science, qui sont liées au nouveau contexte, etc. Alors, à ce niveau-là, les décisionnaires vont devoir trancher la loi, vont d'abord devoir commencer un processus d'interprétation de la loi et parfois de réinterprétation, en se basant sur les sources traditionnelles, sur les sources canoniques, mais en proposant en fait des solutions ou des réflexions sur des sujets qui n'ont pas été traités avant eux ou qui ont été peu traités avant eux. Et dans ce contexte-là, on peut parler de différentes traditions interprétatives, et je pense qu'on peut parler d'une tradition séfarade, alors qui n'est pas totalement homogène, on va en parler après peut-être à travers différentes figures, mais on peut voir, notamment au 19e, 20e siècle, on peut voir des courants. On peut parler d'une tradition nord-africaine qui est pas forcément uniquement en Afrique du Nord, mais qui est surtout là-bas. On ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas dire que c'est tous les rabbins d'Afrique du Nord et que ce n'est aucun rabbin ashkénaze, par exemple, mais on trouve quand même, on va dire, des tendances à ce moment-là, et donc on peut parler d'halakha séfarade de ce point de vue-là. Est-ce que tu dirais que cette halakha, elle perdure à l'heure actuelle en Israël, toujours sous sa forme nord-africaine en quelque sorte? Alors, en Israël, lorsqu'on parle d'halakha séfarade, on pense souvent à la figure de Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui n'était pas nord-africain, qui était lui-même d'origine irakienne, et qui a surtout qui a grandi en Israël, qui a vécu après aussi en Égypte, mais qui est surtout, on va dire, un produit du terroir israélien. Et là, c'est pas intéressant parce qu'on parle de quelque chose de tout à fait différent de ce qui s'est fait en Afrique du Nord et même, dans une certaine mesure, de ce qui s'est fait avant lui dans la tradition des Juifs irakiens, puisque Rav Ovadia Yosef a créé une sorte de révolution dans le monde de la halakha avec une tentative d'unifier
les différentes coutumes. Donc, si avant on a parlé des nombreuses coutumes locales entre les différents groupes et sous-groupes du judaïsme, Rav Ovadia Yosef est venu avec cette idée-là qu'il faut unifier à minima tous les juifs séfarades autour d'une même halakha. Idée au passage qui a parfois été contestée par d'autres autorités rabbiniques, notamment nord-africaines, qui voulaient préserver leur tradition interprétative et leurs coutumes. Mais cette idée-là qui était en fait qu'on va unir le monde, la diaspora séfarade autour de la même halakha, et la proposition principale de Rav Ovadia Yosef, c'était de le faire autour des décisions du Shulchan Aruch comme autorité suprême du monde séfarade, puisqu'on le sait, le Shulchan Aruch a vécu lui-même en Israël. Et par conséquent, il y a cette idée de Marad et Atra, le Shulchan Aruch comme le décisionnaire ayant la prévalence en Israël pour au moins les séfarades. D'accord. Alors, est-ce que tu parles maintenant plutôt d'une aire géographique irakienne? Est-ce qu'on distingue des écoles de pensée qui vont se distinguer d'un pays à l'autre? Est-ce qu'on va avoir par exemple une école de pensée marocaine, une école de pensée irakienne, une école de pensée égyptienne? Alors, je pense que les connexions au sein du peuple juif, en tout cas à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'époque moderne, 19e, 20e siècle, elles dépassent uniquement le local, puisque les juifs, notamment dans le monde rabbinique, échangent entre eux, s'envoient des lettres, circulent. Je rappelle qu'à partir du 19e siècle, même un peu avant, on a un mouvement important de rabbins qui partent d'Israël pour notamment récolter de l'argent dans les communautés d'Afrique du Nord et qui en fait vont jouer un rôle culturel et religieux très important et qui vont diffuser les idées. Mais on peut oui voir différentes tendances. Alors on peut donner les grands titres de ces tendances-là. Une des tendances, ça va être la tendance qui va vouloir proposer une synthèse entre la halakha et la Kabbalah, puisque la Kabbalah aussi s'est beaucoup développée ces derniers siècles. Mais a priori, c'est développé comme on va dire une science parallèle à la halakha, à la Kabbalah, notamment comme une mystique juive, comme une philosophie juive aussi parfois, mais pas comme quelque chose qui aurait trait à la halakha, qui aurait trait à la loi. Et donc, on va voir certaines autorités rabbiniques qui vont tenter d'unifier les deux et donc de créer des nouvelles coutumes basées sur la Kabbalah ou de réinterpréter la halakha sur la base de textes kabbaliques. On peut citer une des grandes autorités qui allait dans ce sens-là, c'est le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, donc peut-être la plus grande autorité on va dire du judaïsme moyen-oriental au XIXe siècle. Ça, c'est une tendance. Une autre tendance et qu'on voit aussi à partir du XIXe siècle, ça va être l'interprétation, on peut appeler ça une sorte d'activisme interprétatif dans la halakha, qu'on va trouver notamment en Afrique du Nord, mais donc, pas uniquement au Maroc, dans plusieurs parties d'Afrique du Nord. On peut penser à des figures comme le Rav Yosef Messas, à des figures comme le Rav Eliyahu Chazan, à des figures encore comme le Rav Ben Shimon qui a vécu en Égypte, des figures qui vont avoir pour point commun une certaine clairvoyance face aux questions qui sont liées à la modernité, qui sont liées au changement, au colonialisme, etc. à cette époque-là. Et on va dire, ils vont comprendre quels sont les enjeux en fait que les Juifs d'Afrique du Nord vont rencontrer demain, les enjeux qui ne sont pas encore arrivés, mais qui pointent déjà, et vont tenter, à travers une approche très créative de la halakha, de proposer des nouvelles interprétations. Cette approche-là va s'éloigner de l'approche plus conservatrice qui va dire on ne peut pas renouveler, on ne peut pas réinterpréter la halakha, il faut l'appliquer telle qu'elle nous a été transmise. Ça, c'est une approche qu'on va moins voir en Afrique du Nord, mais qui va quand même apparaître dans le monde sfarade. On peut citer au Maroc le Rav Baruch Toledano, qui va être extrêmement conservateur dans son approche de la halakha, une approche très proche, on va dire, de ce qu'on connaît dans l'orthodoxie ashkénaze à la même époque. D'autres autorités qui ont vécu en Israël, du monde séfarade, qui vont adopter on va dire le même point de vue. Donc, grosso modo, on peut voir ces trois lignes-là. La ligne conservatrice d'un côté, la ligne créative et peut-être un peu plus activiste d'un autre côté, et enfin, la tendance qui n'est pas liée au sujet de la modernité, mais qui va être la question sur les rapports entre halakha et Kabbalah, et qui va proposer une synthèse entre ces deux traditions-là pour réinventer la halakha. Tu parles à juste titre d'approche plus ou moins conservatrice. J'aimerais revenir sur le cliché qui voudrait que la halakha séfarade serait plus mekil, irait dans le sens de plus de souplesse, que tu appelles aussi une forme de créativité, là où les ashkénazim iraient se tourner plus aisément vers la khumra, vers une interprétation stricte de la loi. Dans quelle mesure est-ce que cette idée reçue est pertinente? Est-ce qu'elle s'applique, d'après ce que tu viens de dire, à une partie
du monde séfarade, mais pas la totalité, et comment cette idée a pu émerger? Alors, évidemment qu'on va tout de suite, je préviens tout de suite, on va faire des généralités parce que évidemment que tous les décisionnaires séfarades et tous les décisionnaires ashkénazes ne sont pas les mêmes et qu'il y a des différences entre eux, comme je viens de le dire pour les séfarades. Mais ce qu'on voit, je pense, à partir du 19e siècle, c'est une certaine cristallisation de la halakha dans le monde ashkénaze, dans le monde européen, en fait. Je pense il faut plus en parler avec des termes politiques modernes plutôt qu'avec des termes traditionnels, parce que on aurait, en fait, l'erreur de parler d'une halakha ashkénaze conservatrice face à une halakha séfarade mékel, c'est de nous faire croire que ça serait parce qu'il y aurait une tradition séfarade ou ashkénaze différente. C'est-à-dire que les séfarades auraient hérité d'une tradition différente depuis, je sais pas, depuis le Moyen-Âge, par exemple. Oui, c'est la question, alors est-ce le cas? Alors non, je pense que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas le cas. Si on s'intéresse à ce qui se passe juste avant le 19e siècle, c'est avant on va dire, les bouleversements de la modernité, de l'émancipation, du colonialisme pour l'Afrique du Nord, etc. Alors, on peut tout à fait trouver des voix séfarades beaucoup plus conservatrices, des voix ashkénazes beaucoup plus, on peut dire, beaucoup plus souples ou beaucoup plus créatives, comme j'ai proposé avant. Et ce qui se passe au 19e, 20e siècle, c'est quelque chose de beaucoup plus politique. C'est qu'au sein du monde ashkénaze, on sait que le monde ashkénaze va se diviser autour de plusieurs questions idéologiques. Au début, autour des questions liées à la modernité, l'émancipation, avec l'apparition de la réforme, l'orthodoxie qui va se créer un peu en réaction. Et par conséquent, ces divisions-là vont créer une sorte de cristallisation de la halakha. L'orthodoxie, dans une large mesure, c'est aussi un courant moderne. Ça, c'est évidemment que c'est un courant qui s'attache beaucoup plus à la tradition que d'autres courants du judaïsme, mais c'est quand même un courant moderne dans le sens où il n'est pas dans la pure continuité d'un judaïsme pré-moderne, mais il se confronte au contraire lui aussi à des changements qui sont liés à la modernité, et il se confronte notamment avec une bonne dose de conservatisme, c'est-à-dire avec ce mouvement-là d'abord de retour une sorte de renfermement vers soi-même. On va pour préserver le judaïsme qui est encore fidèle à la halakha, on va ériger des barrières avec les autres groupes juifs, et on va aussi figer la halakha pour éviter justement que trop d'interprétations viennent à la détruire, viennent à l'effilocher. Ce qui s'est passé au début, dans les premières années de ce qu'on appelait la Scala, qui n'a pas commencé comme un mouvement anti-halachique, mais qui a eu certains développements anti-halachiques, mais qui a d'abord commencé comme un mouvement interprétatif et qui, au final, s'est souvent éloigné. Alors, on peut toujours discuter de la cause et la conséquence. Est-ce que c'est parce que d'autres rabbins étaient trop conservateurs que d'autres se sont finalement éloignés ou l'inverse? Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le monde ashkénaze. Dans le monde séfarade, le rapport à la modernité a été différent. Est-ce que tu dirais que le monde séfarade, au même moment, est étranger à ce genre de lutte intestine? Et est-ce que du coup, il n'y a pas de nécessité de démarcation d'une orthodoxie en tant que telle? Alors, il y a une des thèses, un des grands débats qu'il y a dans le monde académique en Israël, c'est un débat entre deux de mes maîtres, le professeur Tzvi et le professeur Benny Brown. Le professeur Tzvi, lui, a proposé que le monde séfarade aurait une tradition interprétative beaucoup plus souple depuis très longtemps, ça bien avant l'époque moderne. Et le professeur Benny Brown s'est opposé, donc qui est un spécialiste du judaïsme ashkénaze, s'est opposé à cette vision-là en disant non, la différence entre les deux, c'est pas la tradition, c'est le rapport à la modernité, où la modernité était plus violente dans le monde ashkénaze. Alors moi, je suis pas vraiment, enfin, je propose une synthèse entre les deux, parce qu'en réalité, la modernité n'a pas été plus violente dans le monde ashkénaze, puisque n'a pas commencé plus tôt, puisque si on prend un cas d'école comme l'Algérie, par exemple, en Algérie, la rencontre avec la modernité française a commencé dès 1830 avec le colonialisme qui s'est installé. C'est avant, entre guillemets, avant des changements qui ont lieu, par exemple, en Europe de l'Est. Et pourtant, on remarque que là-bas aussi, l'approche va être moins conflictuelle, l'approche va être moins conservatrice. Je pense que plutôt que s'intéresser on va dire à la vitesse de la modernité, il faut plutôt s'intéresser au rapport de force au sein de la société. Et là, dans le monde séfarade, d'abord, la modernité va arriver comme quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire elle va arriver par le colonialisme, elle va être vue d'une façon ambivalente comme étant liée à l'arrivée des Européens, avec des aspects positifs comme une certaine émancipation, avec des aspects négatifs comme certains changements dans le mode de vie, etc. Et ce rapport différent à la modernité, le fait que la modernité ne va pas être vécue comme quelque chose qui est propre à la culture locale, contrairement à ce qui s'est passé en Europe, ça va, je pense, aussi créer un dynamisme différent de la part des rabbins, qui vont notamment, souvent, ils vont parfois être très critiques de cette modernité-là, mais ne vont pas forcément la voir comme quelque chose qu'il faut combattre à tout prix.
et vont continuer dans une certaine mesure l'approche en fait traditionnelle de la halakha, qui est toujours une approche créative. C'est-à-dire que l'approche, y compris dans le monde ashkénaze, de la halakha a toujours été créative. L'idée, par exemple, qu'on peut faire des takanot, que les maîtres que les décisionnaires peuvent instaurer des choses qui ne sont pas écrites dans la halakha, peuvent réinterpréter la halakha. Takanot qui signifie donc des décrets. Décrets. C'est quelque chose qui se passe dans le monde ashkénaze sans aucun problème jusqu'au au moins le XVIIe siècle et qui prouve qu'en fait la tradition halachique elle-même a toujours une part de créativité importante, même si on peut voir des différences dès l'époque des Rishonim, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, pour répondre simplement à ta question, je ne pense pas que la halakha ashkénaze est forcément conservatrice et la halakha séfarade forcément plurielle et plus souple. Je pense que le rapport à la modernité et à l'époque moderne a fait que le monde ashkénaze, dans une large mesure, s'est refermé plus vite et a cristallisé la halakha. Je parle évidemment de l'orthodoxie ashkénaze. Dans le monde séfarade, ça s'est fait à différents niveaux, mais pas de la même façon. Et on a gardé des traces de figures rabbiniques qui, elles, on va dire, continuaient cette tradition d'une façon plus naturelle, à côté d'autres figures, comme j'ai cité avant, le rapport Toledano et d'autres, qui vont eux aussi adopter une approche plus proche de ce qu'on connaît de l'orthodoxie ashkénaze. Est-ce que tu aurais par hasard un exemple concret où on voit que la halakha va se cristalliser dans le monde ashkénaze et rester plus souple dans le monde séfarade ou plus créative? Je vais essayer d'expliquer ça de façon assez succincte. Je vais prendre un sujet qui est toujours d'actualité, le sujet des femmes agounotes, le sujet des femmes dont le mari ou a disparu ou leur refuse le guet. Un sujet qui est en fait un sujet qui est dans une large mesure un sujet moderne. Je ne sais pas si les gens en ont conscience. C'est-à-dire que c'est un sujet moderne parce qu'il est lié à deux phénomènes modernes. Le premier, c'est la perte de l'autonomie rabbinique, la perte de l'autonomie des communautés religieuses, puisque tant en Europe qu'en Afrique du Nord, les Juifs, jusqu'à l'époque moderne, avaient une autonomie communautaire reconnue par l'État ou par le gouvernement en place, ce qui voulait dire qu'il y avait un pouvoir coercitif, que les rabbins avaient un pouvoir coercitif sur leurs fidèles. Donc si un mari refusait le guet, on pouvait le punir, et je ne parle pas ici de punition symbolique comme l'empêcher de monter à la Torah, mais on pouvait parfois l'emprisonner, parfois lui donner une amende, parfois le frapper, etc. Ça dépendait des communautés. Donc ça, c'est premièrement la perte de l'autonomie communautaire. Et deuxièmement, la multiplication des femmes agounotes, c'est-à-dire des femmes auxquelles on refuse le guet, avec l'apparition du mariage civil. Puisqu'avec le mariage civil, en fait, va se créer une situation qui permet en fait à des hommes et à des femmes aussi de divorcer civilement et d'être reconnus comme divorcés aux yeux de la loi, sans l'être religieusement, et de pouvoir donc se remarier civilement, même si on n'a pas divorcé religieusement. Et ces deux phénomènes-là, en fait, vont créer une explosion du nombre de femmes auxquelles on va refuser le guet ou auxquelles on va faire des pressions et des chantages sur le guet dès le 19e siècle. Et ça va être énormément discuté dans le monde ashkénaze comme dans le monde séfarade, mais dans le monde ashkénaze, très vite, on va dire on ne peut rien faire. C'est comme ça. La halakha a fixé une règle que le guet doit être donné uniquement par la volonté du mari. Et par conséquent, nous, on ne peut rien faire, malheureusement. On ne peut pas réinterpréter la halakha différemment. Dans le monde séfarade, on va avoir un grand débat, un très large débat qui va s'étendre, qui va commencer notamment en Algérie, mais aussi dans l'Empire ottoman, et qui va continuer même dans l'Israël moderne, avec différentes propositions, toutes très audacieuses, qui vont être évidemment justifiées de façon halachique. Je vais en citer une seule. Une des propositions, ça va être celle d'instaurer un tnaï dans les kiddushin, ce qui veut dire de conditionner le mariage religieux, puisqu'on sait que le mariage religieux est basé sur un acte d'acquisition. L'homme acquiert certains droits de son épouse avec son consentement, mais dès que le consentement a été donné, la femme ne peut pas revenir en arrière. Et ce décret-là, ou cette proposition-là, va dire la chose suivante, va dire on peut conditionner cet acte-là, cet acte juridique, au fait que si un divorce civil est prononcé, par exemple, ou si une séparation est prononcée, le mari doit donner le guet. Et si le mari ne donne pas le guet, le mariage est annulé rétroactivement. Alors, je ne peux pas détailler maintenant les arguments halachiques qui vont être évoqués, mais c'est typiquement un exemple d'une proposition très créative qui va être appliquée parfois, qui va être appliquée localement en Algérie et aussi dans l'Empire ottoman. Et encore d'autres propositions qui sont liées à ce sujet-là, qui vont être discutées et appliquées. Dans une large mesure, si ces propositions-là ne sont pas plus connues aujourd'hui et si elles ne sont pas devenues, on va dire, plus hégémoniques, c'est aussi parce que ces propositions-là qui vont être formulées dans un cadre séfarade pour des communautés séfarades vont quand même recevoir une forte opposition ashkénaze, notamment d'Europe de l'Est. On a par exemple une décision des rabbins de l'Empire ottoman en 1923
de faire ce décret-là et qui va rencontrer une position très forte qui va être publiée en Europe de l'Est avec notamment un rabbin orthodoxe français qui va faire signer des centaines de rabbins d'Europe de l'Est contre cette proposition-là pour la contrer. Cette opposition m'amène au dernier point que je voulais qu'on évoque un petit peu au sujet de l'opposition que tu viens de mentionner entre halakha ashkénaze et halakha séfarade. On pourrait parler à l'heure actuelle d'une quasi-hégémonie de la halakha ashkénaze ou d'une forme d'ashké normativité. Comment est-ce que cette situation a émergé? D'où vient ce rapport de force et comment est-ce que cela se manifeste dans l'Israël contemporain? Alors, je veux dire deux choses à ce sujet-là. Le premier, c'est que je pense qu'il y a effectivement une certaine ashkenazo-normativité, pour reprendre ton terme, qui, à mon avis, est liée surtout à des rapports de force pas forcément juifs à la base, c'est-à-dire des rapports de force beaucoup plus larges. On parle de rapports de force dès le 19e siècle entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Des rapports de force qui vont forcément influencer les Juifs aussi, dans leur imaginaire, dans leur inconscient parfois. On les voit de façon très flagrante au 19e siècle, par exemple, si on s'intéresse encore une fois au Maroc, à l'Algérie ou à la Tunisie, ils sont très prononcés, notamment entre les Juifs français et les Juifs d'Afrique du Nord, où les Juifs français vont venir avec, notamment les rabbins français du consistoire, vont venir avec cette volonté-là de formater les Juifs d'Afrique du Nord, de les faire entrer dans la civilisation, de les éloigner de leurs rabbins qui sont vus comme primitifs, etc. C'est-à-dire qu'il va n'y avoir aucune considération très rapidement pour la production rabbinique séfarade, ça c'est le point numéro un. Ça va continuer aussi après dans le rapport de force au sein de l'État d'Israël entre les Juifs séfarades et ashkénazes. Autrement dit, il va se créer un imaginaire où les Juifs ashkénazes vont avoir tendance à s'identifier avec l'Occident et donc à s'identifier comme culture, on va dire, dominante ou comme culture plus pertinente. C'est évidemment assez inconscient, hein, souvent. Et les séfarades, de l'autre côté, vont aussi développer une certaine admiration de l'Occident qui va se traduire notamment par souvent une sorte d'auto-disqualification en pensant que nos traditions ne sont pas assez bonnes, ne sont pas assez intéressantes et c'est forcément mieux chez les Juifs ashkénazes. On voit ça encore plus à partir des années 40 en Afrique du Nord où il va y avoir une sorte d'activisme de la part notamment de communautés ultra-orthodoxes ashkénazes qui vont venir vraiment faire une sorte de prosélytisme chez les Juifs séfarades avec cette volonté de les sauver de l'Occident, de les sauver, ces Juifs-là qui ne savent pas se confronter aux Français, à la culture moderne, donc on va voir les sauver. Notamment, on connaît qu'il va y avoir toute une filière d'enfants de rabbins séfarades marocains qui vont aller à Guetzeb et qui après vont devenir un peu les cadres de la communauté juive française. Il va y avoir la même chose de d'autres côtés avec le mouvement Chabad qui va faire la même chose dans beaucoup de contrées séfarades. Et ça va continuer en Israël moderne avec au début. Tu peux parler d'une forme de prosélytisme ashkénaze en quelque sorte. Exact. Qui, encore une fois, qui a plein de bonne volonté, qui a aussi des effets positifs, hein, je ne vais pas non plus le diaboliser, mais qui a aussi des effets, on va dire, d'effacement. C'est-à-dire que lorsque une communauté Chabad, lorsqu'un shaliach Chabad, donc un rabbin affilié au mouvement Chabad, s'installe dans une communauté juive locale, que ce soit au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs, souvent, alors pas toujours, hein, il y a des exceptions, mais souvent il va au fur et à mesure imposer sa vision du judaïsme qui va venir en fait effacer petit à petit la tradition locale, ce qui est forcément dommage, avec les effets positifs que ça a quand même, puisque souvent c'est aussi ce qui va permettre de préserver une certaine tradition juive. Donc ça c'est, je pense, l'élément majoritaire qui va expliquer ce que tu appelais avant cette normativité ashkénaze qui s'est installée. Ceci étant dit, je veux dire, donc, pour finir par rapport à l'Israël moderne, on assiste aussi ces 20 dernières années, une tendance un peu inverse, qui a aussi des effets problématiques, qui est une certaine fascination pour la halakha séfarade, pour ces figures rabbiniques séfarades qui étaient plus créatives, qui avaient un autre rapport à la modernité, etc. Fascination qui est positive dans le sens où elle permet une redécouverte de ces figures-là et parfois une diffusion de leurs écrits à nouveau et une nouvelle étude, mais qui a aussi parfois des effets un peu négatifs avec une certaine fétichisation. On va un peu fétichiser cette idée-là de les séfarades. J'ai presque envie de dire un peu le mythe
le nom m'échappe, peu importe. Ce mythe-là, on va dire, oui, le mythe du bon séfarade, comme il y aurait un mythe du bon sauvage, en fait, en quelque Exactement, sorte. c'est l'expression que je cherchais, merci de m'avoir dit. Exactement, le mythe du bon séfarade, en parallèle au mythe du bon sauvage, et qui est aussi problématique parce que forcément, on va s'intéresser qu'à certains textes et pas à d'autres, qu'à certaines figures et pas à d'autres. On va regarder aussi les textes d'une façon très sélective, alors qu'en réalité, il y a un dynamisme interne à la société séfarade à cette époque-là qui est très grand, des débats internes, des courants internes de pensée, des tensions entre différents rabbins, des questions importantes sur comment faut-il interpréter la halakha, jusqu'à quelle limite. Toutes ces choses-là vont disparaître alors qu'elles me paraissent elles aussi importantes. C'est-à-dire que en se rappelant les figures, on va dire, qui peut-être nous apportent quelques solutions pour nos propres problèmes aujourd'hui, donc les figures un peu plus créatives, les figures qui ont proposé des solutions à des problèmes qu'on a encore, comme les fameux agunotes que je citais avant, etc. Il faut quand même aussi se rappeler d'abord le contexte, qui est toujours important pour nous aider à comprendre ce que ces figures-là ont voulu faire, et aussi les détracteurs de ces figures-là, qui sont parfois d'autres rabbins importants aussi, les débats internes et les raisons des désaccords, et parfois aussi les raisons de propositions qui n'ont jamais été appliquées, parce que parfois les rabbins eux-mêmes se rétractaient, convaincus par les arguments des détracteurs, ce qu'il faut aussi entendre. Dans le monde contemporain israélien, et surtout dans le paysage des yeshivot, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a finalement des yeshivot de tradition ashkénaze et des yeshivot séfarades? Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans le monde ultra-orthodoxe, dans le monde haredi, on a des yeshivot qui s'appellent les yeshivot séfarades, qui sont séfarades dans le sens où la plupart les rabbins sont d'origine séfarade et où, en général, on prie dans un siddur séfarade et certaines coutumes sont séfarades, mais dans la grande majorité, l'approche du judaïsme est quand même très ashkénaze, et pas uniquement ashkénaze, mais aussi très influencée par l'ultra-orthodoxie d'Europe de l'Est. Donc, ça, c'est à la fois dans l'habillement, à la fois dans la façon d'étudier, à la fois aussi dans l'approche halachique qui est assez loin de ce dont on parlait. Il y a quelques exceptions, il y a quelques endroits un peu plus originaux. Il y a notamment la yeshiva du Rav Mazouz à Bnei Brak, qui est une yeshiva ultra-orthodoxe, mais qui tente de préserver une tradition différente de l'étude de la Gemara, basée sur la tradition de Djerba. Il y a à Haïfa une yeshiva religieuse sioniste du Rav Zini, qui lui aussi tente de préserver certains éléments du judaïsme algérien, etc. Ça, c'est pour le monde ultra-orthodoxe, le monde haredi en Israël. Dans le monde religieux sioniste, il n'y a pas de distinction dans les yeshivot entre Ashkenaz et Séfarad, elles sont plus mélangées, plus mixtes. Dans l'ensemble, il y a quand même on va dire une prédominance de l'approche ashkénaze, notamment dans l'étude et dans la halakha, mais notamment ces dernières années, on assiste quand même à une tentative de faire plus de place à la tradition séfarade. Je pense notamment à une figure comme le Rav Eliezer Melamed, qui est un Rav assez important, et notamment un grand décisionnaire, qui a écrit une série de livres d'halakha très complète et très bien faite, qui s'appelle Piné Halakha, et je crois qu'une partie a commencé à être traduite en français. Et dans cette série-là, il fait vraiment une place honorable à toute la tradition du peuple juif, et pas uniquement à la halakha séfarade comme une généralité, mais vraiment aux différentes traditions, à la tradition yéménite, à la tradition nord-africaine, à la tradition irakienne, etc. Et évidemment à différentes traditions ashkénazes. Donc on voit que c'est quelque chose qui commence quand même à se faire de plus en plus, notamment dans le monde religieux sioniste. Parfait. Tu as mentionné au fil de ton développement quelques figures comme le Rav Messas ou le Rav Ovadia Yosef. Est-ce que tu pourrais nous présenter certaines de ces grandes figures de décisionnaires séfarades d'hier et d'aujourd'hui et préciser ce qui fait la spécificité de leur approche, ce qui va revenir à permettre de faire une incursion dans les méthodes d'interprétation du monde séfarade? Est-ce qu'on a une tradition qui va s'ancrer dans une méthode plus analytique? Est-ce qu'il va y avoir une certaine manière de mettre en avant les sources? Bref, si on est face à cette littérature des responsa séfarades, comment est-ce qu'on en identifie les traits caractéristiques? Alors, le premier point, je vais citer quelques figures, mais le premier point, et là c'est peut-être une différence importante, ça peut peut-être expliquer aussi les différences importantes entre les juifs ashkénazes et séfarades à l'époque moderne, c'est que la figure idéale du Rav séfarade, qu'on va appeler un Chacham HaShalem, c'est un peu l'expression comme ça consacrée dans le monde séfarade, le sage parfait, le sage qui est donc cette figure-là, c'est pas la figure d'un rabbin qui est enfermé dans la maison d'études et qui étudie toute la journée, mais c'est d'abord celle d'un rav de communauté. C'est un rabbin qui a une communauté réelle, une communauté qui est diverse, qui est composée de juifs normaux, pas uniquement de juifs
ultra pratiquants qui sont entre eux et qui sont et qui voilà, dont les soucis sont des soucis extrêmement, on va dire, religieux. Mais donc il y a une communauté réelle. Et ce Rav-là, les livres les plus importants qu'il va écrire, il peut écrire, il y a des différents styles, différents genres de littérature rabbinique, mais les livres les plus importants qu'il va écrire, ça va être des livres de responsa. Et là, on a deux éléments. D'abord, une communauté réelle à laquelle on va s'adresser, et des livres de responsa qui sont des livres d'Alaha, mais pas des livres d'Alaha en général, mais des livres qui viennent parler de problèmes précis, et notamment des problèmes de sa communauté. Alors ça, c'est vachement important à comprendre. Est-ce que ça, c'est vraiment spécifique? Parce que moi, je peux te dire, Igrot Moshe, c'est la même chose, en quelque sorte. Donc, du Rav Moshe Feinstein, on a aussi le même genre littéraire des Shilot Tshuvot. Alors, tout à fait, on a le même genre littéraire dans le monde ashkénaze aussi. Maintenant, ce qui est spécifique, c'est que dans le monde séfarade, le statut de cette forme de rabbinat va être préservé pendant très très longtemps. Alors que dans le monde ashkénaze, la figure qui va quand même dominer, c'est la figure du Rosh Yeshiva. C'est la figure de l'érudit qui est extrêmement érudit, qui est extrêmement versé et qui ne tranche pas la halakha. Si je prends un exemple classique, dans le monde par exemple, des yeshivot, dans le monde de Brisk, par exemple, pour prendre cet exemple-là, le Rav Soloveitchik en parle beaucoup dans son livre L'homme de la halakha. Il y avait vraiment cette distinction entre le Rosh Yeshiva et le décisionnaire et le posek, avec des figures très importantes comme Rav Chaim de Brisk, qui est un des fondateurs, on va dire, des yeshivot modernes, qui ne s'occupait pas d'halakha, c'est-à-dire qui ne tranchait pas la halakha pour sa communauté, mais s'occupait d'interprétations beaucoup plus théoriques et analytiques du Talmud. Alors ça, c'est pour... donc évidemment qu'on va trouver des exceptions ici et là, et dans Moudage 15 aussi, il y a encore des figures de décisionnaires, mais la figure du décisionnaire, ça va être la chose la plus importante pour un rabbin séfarade. C'est pour ça que des figures comme le Rav Ovadia Yosef, par exemple, vont notamment passer, chose qu'on ne voit pas dans le monde, ou qui est très rare dans le monde ashkénaze, ne va pas uniquement s'adresser à un public d'érudits, mais le Rav Yosef était par exemple connu pendant des années et des années, pendant des décennies, pour donner un shiur, pour donner un cours à un public complètement extrêmement large tous les samedis soirs dans une synagogue séfarade traditionnelle où venaient des gens dont une partie étaient des gens très traditionnalistes, d'autres très ultra-orthodoxes, etc. Et s'adressait surtout à la population, on va dire, la moins érudite. Donc cette chose-là crée quand même une vision différente, un point de vue différent lorsqu'on va interpréter les textes, puisque forcément, le posek a devant lui ces personnes-là. Et donc, pour citer des exemples un peu plus concrets, j'ai cité avant le Ben Ishraï, je pense que c'est une des figures, je vais citer peut-être 4 figures importantes. Le Ben Ishraï, donc le Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui a vécu au XIXe siècle, qui est mort en 1909, si je ne me trompe pas. Le Ben Ishraï, qui était donc lui, il avait plusieurs particularités. D'abord, c'était aussi un Rav de communauté, c'était quelqu'un qui a écrit beaucoup de sermons, mais qui a aussi écrit des livres de responsa. Dans ces livres de responsa, il fait partie de cette génération de rabbins qui a voulu faire entrer la Kabbalah, qui a voulu, d'une certaine façon, démocratiser la Kabbalah pour qu'elle soit aussi accessible à des populations plus larges dans la halakha. Ça crée au passage une approche pas du tout, souvent très conservatrice, c'est une approche très Mark Mira de la halakha, parce que la Kabbalah a des règles souvent plus strictes que la halakha. Mais c'est un phénomène qu'il faut citer. Le deuxième, j'ai cité avant, c'est Rav Yosef Messas, qui est né en 1892 au Maroc et qui est décédé dans les années 70 en Israël, à Haïfa. Alors là, c'est vraiment la figure, on va s'y intéresser pendant notre session notamment, mais c'est, à mes yeux, une des figures les plus riches du XXe siècle et certainement le décisionnaire le plus intéressant d'Afrique du Nord. Lui, c'est une figure qui a été, donc, encore une fois, un rabbin communautaire aussi, qui a été rabbin au Maroc, en Algérie et à Haïfa. Et c'est une figure qui a été extrêmement créative dans son approche de la halakha, pas toujours au passage pour être plus souple, il a quelques décisions très souples et très connues, parfois aussi pour être plus strict, parfois aussi pour s'opposer à des changements, notamment les changements apportés par le judaïsme français en Algérie, mais qui va avoir, mais qui lui, je pense que l'élément principal qu'on va voir chez lui, c'est d'abord une conscience très forte du moment qu'il vit, c'est-à-dire du moment de la rencontre avec la modernité, et deuxièmement, un sentiment de responsabilité extrêmement présent où le Rav Yosef Messas en fait, va se décrire comme étant responsable de trouver des solutions aux enjeux les plus importants de son époque. Et donc ces enjeux-là, ça peut être les changements de mœurs, ça peut être des enjeux qui sont liés qui sont aussi liés à l'apparition de nouvelles technologies, etc. Mais lui, en tout cas, va estimer que son rôle de rabbin, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on connaît surtout pour ses décisions très souples, parce qu'on va le retenir pour son audace
et pour le fait qu'il ose réinterpréter les textes parfois d'une façon vraiment très, très permissive. Le troisième, c'est le Rav Ovadia Yosef, qu'on a cité avant aussi. Et j'ai déjà expliqué avant pourquoi il est différent et spécial. Donc, il y a deux éléments. Le premier, c'est que lui va avoir cette volonté d'unifier les traditions de toutes les communautés séfarades qui vont se rencontrer, notamment en Israël. Notamment, et là je pense que c'est important, on ne l'a pas dit avant, notamment pour leur donner une plus grande force sur le plan politique. On a parlé avant des tensions entre juifs séfarades et ashkénazes qui sont aussi des tensions politiques. Le Rav Ovadia Yosef va faire partie va sûrement être la figure rabbinique qui va le plus comprendre les enjeux politiques qui se jouent en Israël entre le judaïsme séfarade et ashkénaze et l'importance de rétablir ce qu'on peut appeler une certaine richesse culturelle, un capital culturel symbolique des séfarades pour que les séfarades puissent eux aussi avoir une meilleure représentation dans le monde religieux et non religieux en Israël, dans le monde politique en Israël, etc. Donc lui, cette volonté d'unifier les traditions, elle va aussi s'expliquer par cette volonté, en fait, pas uniquement on va dire, d'effacer les traditions locales, mais surtout de créer en fait une communauté qui est plus forte parce qu'elle est plus unie et qui peut donc espérer une plus grande représentativité. Parce qu'à travers le fils de Rav Ovadia Yosef, ça ne redevient pas finalement de l'ultra-orthodoxie classique? Le fils de Joseph, qui est aussi l'actuel grand rabbin d'Israël, a, je pense, des prises de position très différentes de celles de son père. En tout cas, mais au passage, je veux dire juste, j'ai pas envie d'entrer dans une polémique sur sa figure puisqu'il est en place. Mais peut-être un seul élément que je trouve quand même important. Avant, je citais justement l'importance d'avoir une communauté réelle pour ces rabbins-là. Le fils de Rav Yosef est typiquement un rabbin d'origine séfarade, certes, mais qui n'a jamais été rabbin de communauté de cette façon-là. C'est-à-dire que lui, c'est typiquement le modèle ashkénaze. Il a été éduqué dans des yeshivot ashkénazes. Il n'a jamais servi comme rabbin de communauté, contrairement à son père, qui a été rabbin de communauté dans beaucoup de communautés en Israël, mais aussi en Égypte. Contrairement à son père qui, toute sa vie, a continué à s'adresser à un public très large et diversifié. Lui, là, on a vraiment une figure qui est une sorte, on va dire, de syncrétisme entre ashkénaze et séfarade, entre l'ultra-orthodoxie ashkénaze sur les modèles, etc., les rôles modèles. Et ça a évidemment quand même une tradition séfarade, notamment dans la halakha qu'il va appliquer. Donc je suis d'accord que c'est assez différent. On le voit notamment sur les questions en ce moment en Israël autour des conversions, avec donc le Rav Yitzhak Yosef qui a adopté une vision très rigoureuse des conversions qui est très proche, enfin qui est complètement calquée sur la position des autorités ultra-orthodoxes ashkénazes et qui est assez différente de celle de son père. Son père qui est connu pour avoir a quand même pas mal assoupli le processus de conversion en Israël, pour avoir eu des déclarations pas du tout conservatrices sur le sujet des conversions, et aussi pour s'être opposé publiquement en 2006. Je rappelle qu'en 2006, un rabbin ultra-orthodoxe ashkénaze avait annulé rétroactivement des milliers de conversions qui avaient été faites à Tsahal, à l'armée, donc des conversions qui avaient été faites assez rapidement, il faut le dire. Et Rav Yosef, en fait, s'était opposé à cette décision-là et avec son poids politique et son poids religieux, avait rétabli ces conversions-là. Donc, c'est quelque chose que, évidemment, son fils n'aurait pas fait aujourd'hui. Donc, on voit des différences entre le père et le fils. Tout à fait. Et peut-être une dernière figure que j'ai aussi citée avant, mais que j'aime beaucoup et qui n'est pas assez connue, le Rav Eliyahu Chazan, qui a vécu au XIXe siècle et est décédé en 1908. Le Rav Eliyahu Chazan qui a beaucoup circulé, qui était un shadar, ce qu'on appelle, c'est un shadar, un émissaire d'Eretz Israël, un émissaire qui circulait de la terre d'Israël à travers toutes les communautés séfarades, et qui en fait est très intéressant parce que comme il a circulé dans toute l'Afrique du Nord et aussi un peu en Europe et dans l'Empire ottoman, il a très vite saisi des enjeux juifs dont le monde séfarade n'avait pas encore conscience. Alors, évidemment, des enjeux liés à la modernité, mais aussi des enjeux liés aux divisions du peuple juif en interne. Il va saisir donc l'apparition des courants du judaïsme en Europe, l'orthodoxie, la réforme, etc. Il va saisir l'assimilation, l'émancipation. Il va comprendre aussi les débuts du nationalisme juif qui vont commencer dès la fin du XIXe siècle. Et donc, dans ces écrits halakhiques, donc ces écrits halakhiques sont extrêmement riches parce qu'il va s'intéresser à tous ces sujets-là et qu'il va répondre et qu'il va échanger et donner des solutions à des rabbins français, italiens, marocains, tunisiens et l'Empire ottoman, mais aussi parce qu'il va, à côté de ses livres d'halakha, écrire des livres de pensée juive, ce qui est plus rare pour des rabbins séfarades, en tout cas contemporains.
des livres de pensée juive dans lesquels il va nous raconter un peu sa vision des choses, sa vision de la modernité et ses propositions pour éviter des dissensions au sein du peuple juif. Il va notamment proposer un grand colloque de tout le monde rabbinique au début du XXe siècle. Il va le proposer, Une sorte de Sanhédrin? Sorte de Sanhédrin, mais pas Sanhédrin au sens dans ce sens-là du terme, mais un grand colloque pour notamment discuter de sujets cruciaux qui étaient liés donc au changement de mœurs et à la modernité, notamment le sujet des femmes agounotes, et pour trouver des solutions qui seraient admises par l'ensemble du peuple juif. Sans surprise, ceux qui vont s'opposer, qui vont boycotter le colloque, ça va être une petite partie de l'ultra-orthodoxie ashkénaze d'Europe de l'Est, ce qui va faire que le projet ne va pas vraiment voir le jour, même si lui-même va se rendre à Varsovie, il va rencontrer quelques rabbins, mais il va rencontrer uniquement les rabbins, on va dire, à tendance plus ouverte de l'orthodoxie ashkénaze. Et comme on le sait, pour faire un changement à grande échelle, il faut aussi avoir l'assentiment des forces les plus conservatrices, ce qu'il n'a pas réussi à avoir. Je vais te poser une dernière question, puisque nous aurons l'occasion d'approfondir notamment les écrits du Rav Messes à travers 2 séances à Kollel. Tu parles beaucoup de créativité. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette créativité, dans la méthode d'interprétation séfarade? Alors, elle se manifeste de plusieurs façons. Le point numéro 1, ça va être, je pense que ça commence toujours par une analyse du problème qu'on a en face de nous. On le pointe du doigt, donc ça peut être, je vais essayer de prendre un cas un peu plus concret. Un cas concret, pas forcément qu'on va voir pendant la série. Tu pourras couper cette pause pendant le on a mis de couper ça. J'ai pas envie de prendre un cas qu'on va faire pendant la série, une seconde. Ok. Donc je reprends, tu notes pour toi le moment alors. Ouais, okay. Je note que ce sera vers la fin. 20h18. Ok, donc la créativité elle se manifeste à plusieurs niveaux. Je vais prendre un exemple concret qu'on ne va pas voir pendant la série, mais qui est intéressant, et je vais essayer de résumer à travers cet exemple-là les différents points de la créativité. L'exemple du Rav David Akohen-Skali, qui était grand rabbin d'Oran en Algérie pendant la première partie du XXe siècle, qui a fait partie de ces rabbins-là, qui a proposé donc d'instaurer un tnaï dans l'équipe du Chine, d'instaurer un mariage juif conditionné pour éviter le problème des femmes auxquelles on refuse le guet. Et lui, donc on va voir plusieurs éléments. Le premier, ça va être réaliser le problème sur le terrain et en prendre la responsabilité. C'est réaliser que la multiplication des femmes à Gounod est un problème moderne. Ça, c'est la tâche, ça, c'est facile. Mais notamment dire notre responsabilité rabbinique, c'est d'endiguer ce phénomène-là, c'est de l'empêcher. Parce que si on ne l'empêche pas, et là, je pense qu'il y a un point de désaccord avec le monde conservateur, si on ne l'empêche pas, on est en train de déformer la halakha. C'est-à-dire que si on ne l'empêche pas, on transforme la halakha en moyen, par exemple, de torture vis-à-vis des femmes juives, alors que ce n'était pas l'intention de la halakha. Et donc là, on va commencer, la créativité commence en se posant la question, on peut appeler ça de l'esprit de la lettre. En disant, l'esprit de la lettre est que l'homme n'est pas censé torturer sa femme lorsque celle-ci veut le divorce. Et donc, on doit faire en sorte de rapprocher la lettre de l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans le monde beaucoup plus conservateur. Sur ce sujet-là, je pense notamment au Rav Soloveitchik, qu'on ne peut pas qualifier de figure ultra conservatrice, mais qui, pourtant, dans la halakha, a une approche très conservatrice. Et sur ce sujet-là, précisément, le Rav Soloveitchik va dire on ne peut rien faire. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, si la halakha a tranché quelque chose, si la halakha a fixé un principe, eh ben, ce principe-là ne peut pas être touché, on ne peut pas le remettre en question. Et on ne peut pas non plus le qualifier d'immoral, parce que la morale est une conséquence de la halakha. Chose que va aussi être refusée donc, par l'approche notamment de Rav Skali, qui lui va dire non, la morale, elle est basée sur des principes éthiques qui apparaissent aussi dans le judaïsme. Il va citer toute une liste de versets sur l'importance d'écouter ceux qui sont en détresse, sur l'importance de trouver des solutions, notamment pour les femmes qui sont pour les veuves, pour les orphelins, etc. Donc il va dire ma morale, c'est de trouver des solutions là. L'esprit de la lettre doit être sauvé. Et maintenant, il faut qu'on trouve le chemin entre la lettre et l'esprit de la lettre. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être d'abord on va évidemment fouiller dans les sources traditionnelles. On va voir où ça bloque. Donc le Rav Akohen-Skali va en fait montrer que le problème est lié à une interprétation du Talmud qui semble rendre impossible les mariages conditionnés, c'est-à-dire qui semble interdire le fait de conditionner un mariage. Je ne peux pas expliquer maintenant comment, ça prendrait trop de temps. Et là, le Rav Akohen-Skali va proposer une forme de condition
qui ne serait pas celle interdite par le Talmud. Et donc là, on rentre déjà dans un processus interprétatif, c'est-à-dire il va analyser quelle est la condition que le Talmud refuse, et il va proposer on peut dire qu'il va contourner l'interdit en quelque sorte. C'est pas contre l'interdiction, parce qu'il va tenter d'expliquer pourquoi le Talmud n'a pas interdit, ne serait pas opposé à sa proposition, puisqu'il va dire qu'en fait, l'intention du Talmud, c'est assez convaincant, il faut dire, je peux expliquer ça en 2 lignes. Le Talmud va interdire les mariages conditionnés, c'est-à-dire le Talmud va dire la chose suivante, va dire que l'exemple classique du Talmud, c'est pas l'exemple qu'on connaît nous des femmes agunotes, c'est uniquement à l'époque du Talmud, il y avait une séparation entre les fiançailles et le mariage, entre les kiddushin et les nisuin. Et souvent, au moment des fiançailles, il y avait des conditions que les époux, que les deux côtés posaient, des conditions qui étaient en fait presque toujours financières. Par exemple, j'accepterai de t'épouser si d'ici le mariage, dans 5 mois, 6 mois, tu seras propriétaire d'une maison. Okay, des conditions financières qui ont pour logique que les deux côtés veulent s'assurer que le mariage est fait un certain confort pour le couple. Le Talmud va dire si la condition n'a pas été réalisée, mais que les gens se sont quand même mariés, sont quand même passés sous la roupa, alors on va supposer qu'ils ont annulé eux-mêmes les conditions. Pourquoi ? Parce que sinon, il faudrait dire que leur mariage est annulé. Il faudrait dire que leur mariage est annulé, or leur mariage a été consommé, donc il faudrait dire que ces personnes-là ont eu des relations sexuelles hors mariage, parce que les conditions n'ont pas été, de leur mariage n'ont pas été réalisées. Et le Talmud va nous dire, et là il va proposer un principe, il va dire personne ne veut être accusé d'avoir des relations sexuelles en mariage pour ce genre de conditions. Ce que va dire le Rav Cohen Scali, c'est que cette phrase du Talmud est tout à fait vraie lorsqu'il s'agit de conditions financières. C'est-à-dire que personne, pour des conditions en fait assez bêtes, assez matérielles, personne ne veut prendre le risque de remettre en question son mariage et la vie maritale qu'on a pu avoir pendant des années. Mais va dire le Rav Cohen Scali, la condition que moi je propose n'a rien à voir avec celle-là, puisque moi en fait je propose quelque chose qui est différent à 2 niveaux. D'abord, qui n'est pas du tout quelque chose de financier, qui est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus important. Et là, je pense qu'on peut effectivement dire que de très nombreuses femmes accepteraient de se retrouver a posteriori dans une situation de vie conjugale hors mariage pour ne pas être enchaînées à leur mari à vie, plutôt que de se retrouver enchaînées à vie. Et deuxièmement, on va dire le Rav Cohen Scali, en plus, c'est une condition qui est différente, c'est vraiment une distinction juridique. C'est une condition qui est différente puisque c'est une condition qui ne peut pas se réaliser jusqu'au mariage. Les conditions du Talmud sont typiquement des conditions qui peuvent se réaliser jusqu'au moment du mariage. Il faut avoir telle somme d'argent jusqu'au mariage. Alors, on va dire le Rav Cohen Scali, moi, c'est une condition en fait qui est complètement hypothétique et qui peut ne se réaliser qu'après le divorce, donc qui est très différente d'un point de vue juridique. Et donc, à ce niveau-là, il va être très interprétatif, mais ce n'est pas uniquement contourner la halakha, parce qu'il ne va pas proposer quelque chose d'absurde. Il va proposer quelque chose en fait, de très convaincant, tant au niveau de l'esprit de la lettre qu'au niveau de l'analyse juridique des sources de la loi et de sa propre proposition. Donc, on retrouve ici les différents éléments. Un principe, on va dire un point de départ qui est que le décisionnaire a une responsabilité vis-à-vis de la halakha et vis-à-vis du public. Vis-à-vis de la halakha pour que celle-ci ne soit pas détournée pour devenir un instrument de souffrance, et vis-à-vis du public pour résoudre les problèmes éthiques de sa communauté, comme celui des femmes en attente de divorce. Et après, il va utiliser des outils interprétatifs pour d'abord analyser les blocages de la halakha, pourquoi la halakha interdit telle et telle chose, et pour ensuite proposer des solutions qui seraient des solutions qui ne tomberaient pas sous le coup de ces blocages-là et de ces interdits posés par le Talmud. D'accord, c'est très intéressant. Donc, je te remercie, Gabriel, pour ces propos éclairants sur la halakha séfarade que nous avons l'occasion de découvrir tout d'abord à travers cette vidéo, mais dans un second temps, à travers tes 2 cours sur le Rav Yosef Messas. Donc, je te dis merci et à très bientôt. Vous retrouverez également la rediffusion des cours sur les écrits du Rav Yosef Messas qui nous permettront d'approfondir ces questions avec des textes à l'appui. Merci beaucoup et à bientôt.